Oui, C'est bon, on peut démarrer? oui, On on est peut à démarrer. Je viens de lancer l'enregistrement. J'attends juste la 49 confirmation. secondes. C'est bon. D'accord. Il y a Amine avec nous. Allez, on démarre, hein. Bien le bonjour à vous tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous digital dont vous avez pris l'habitude maintenant depuis quelques années. C'est un rendez-vous qui est devenu en quelque sorte une référence organisé par le marché de l'entreprise, le groupe Tigéléo Fabank avec son partenaire BPI France. Et je vous remercie de vous joindre à nous pour ce nouveau webinaire. Ce webinaire s'inscrit dans la continuité, parce qu'on parlait tout à l'heure avec le groupe, avec Anne, Amine Diouri, que je présenterai, Houdel Cohen, sur ce que nous avons fait finalement. On a pris une profondeur de 2 ans et on a pratiquement plugué sur la plupart des sujets. Si vous prenez l'entreprise au centre, on a vraiment parlé on en a fait 9 en 2022 et nous en sommes au 7e cette année, après la notation des crédits, la cybersécurité, les forces commerciales export, l'organisation des ventes à l'ère du digital, la protection des données et aussi la régénération des chaînes de valeur et le risque de change. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un thème qui est central et qui est au cœur de l'actualité. Nous y viendrons. Quels sont les apports de la nouvelle loi de réglementation relative au délai de paiement chez nous? C'est un thème très très important et récurrent et qui intervient dans toutes les interactions que nous faisons, que fait l'entreprise dans son environnement, avec ses partenaires, avec les clients, dans la chaîne client-fournisseur, mais aussi avec ses partenaires comme les banques, comme les assurances crédit, comme le facteur chez Houda, et ainsi de suite. Il ne vous échappe pas, pardon, que nous sommes toujours dans une période assez complexe. Nous avons eu, malheureux séisme, souvenez-vous, le 8 septembre, mais auquel s'ajoute aussi maintenant un conflit qui ressort au niveau du Moyen-Orient, qui met davantage de pression sur le monde et qui se complique davantage. Donc, à titre d'exemple, nous avons parlé de 4 paramètres rapidement. L'inflation, malgré tout ce qui a été fait dans le monde, on est à 6,2 chez nous versus 8,6 mondial, avec une target espérée à 3,5 pour fin 2003. Notre taux directeur a été revu à la hausse et donc il s'est stabilisé à 3%. Au niveau de la croissance chez nous, donc on espère 3,3 malgré ce que je viens de dire au niveau de ce que nous avons eu au niveau du tremblement de terre, et 3,6 pour 2024. Donc nous serons un petit peu, selon les données, au-dessus de la tendance mondiale qui est à 2,9. Et enfin, un autre paramètre qui vient aussi s'inscrire, c'est aussi les crédits bancaires. Ils ont évolué sur une année glissante de 3,7 et les dépôts à 4,5. C'est quand même très, très important. C'est quand même un indicateur macro qui est bien suivi au niveau de la place. Même il donne quand même une connotation que l'activité économique est là et donc elle reprend. Alors, pour ce sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas tarder. Vous savez que les délais de paiement sont une réalité quand on est dans le monde de l'entreprise. Elles interviennent un peu partout. Les encaissements et paiements entre les divers intervenants sont en fait le baromètre et le prisme de la santé d'une économie, d'un pays, d'un secteur et bien sûr quand on descend d'une entreprise. L'essence même de chaîne de valeur à dominante B2B, parce qu'en B2C, c'est essentiellement du B2B, repose sur les échanges. D'un côté, nous avons les prestations de produits et services et de l'autre bout de la chaîne. Donc, vous avez une remontée du cash qui vient rééquilibrer tout ça et donc respecter les engagements des uns et des autres. Alors, les délais de paiement ont été ces dernières années au centre des préoccupations à très haut niveau chez nous, avec des initiatives publiques et privées pour améliorer justement le délai de paiement et donc vers
enfin la fameuse loi qui est opérationnelle depuis juillet 2023, début juillet, la fameuse loi 69-21. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis la promulgation de cette loi? Y a-t-il des changements perceptibles ou encore c'est trop tôt pour livrer des conclusions, pour tirer des conclusions? Qu'apporte cette loi pour fluidifier et raccourcir finalement les circuits de paiement et in fine baisser les encours qui sont, Amine reviendra, qui est beaucoup plus expert que moi sur ce sujet, sur l'encours interentreprise et comment il voit cette évolution. Et quel est l'état finalement d'esprit des entreprises aujourd'hui, celles qui sont concernées par les déclarations, et nos experts reviendront sur ce sujet, ou celles qui sont dans la chaîne de valeur. Et quelles sont les prochaines étapes et comment améliorer finalement cette relation client-fournisseur pour qu'elle soit la plus fluide et puis que les uns et les autres puissent travailler dans un cadre beaucoup plus serein. Pour en parler, pour en parler, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous deux intervenants experts. Amine Diouri, qui n'est plus à présenter, qui est directeur d'études et communication au sein d'Inforisque, et Madame Houdel Cohen, directrice générale de la filiale du groupe Tijari Wafa Bank, Tijari Factory. Pour tenir cette conférence, nous avons prévu de laisser les intervenants pitcher pendant le temps qu'il faut, 40-45 minutes. Et puis après, on réserve autant de l'équivalent pour l'échange. Et sur ce sujet qui est important, et compte tenu de l'assistance, n'hésitez pas à remonter vos interrogations, votre point de vue et tout ça au niveau du chat. Nous nous ferons un plaisir d'interagir avec vous. C'est le but d'ailleurs même de ces webinaires. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Amine et Houda parce qu'elles vont intervenir ensemble sur cette présentation par jeu de rôle. Amine, il a eu la chance d'avoir été avec nous pratiquement une année, jour pour jour, c'était le 13 septembre, et on avait fait un webinaire sur justement le credit management avec deux autres intervenants. Et on parlait de la loi, finalement, on parlait de cette loi et tout ça, et de ce qui devait venir et tout ça. Et donc, finalement, Amine, je te donne la main. Qu'est-ce qui a changé depuis? Et puis, Houda est une collègue que je connais depuis que je suis à Tijari. Elle a fait ses armes et ses preuves un peu partout, au niveau de l'exploitation, au niveau du réseau et au niveau de FIS, où FIS, c'est une entité au niveau du marché de l'entreprise au niveau du groupe Tijari Wafa Bank, c'est financement, d'investissement et soutien à l'entreprise. Donc, elle a vu, donc c'était presque un baromètre de tout ce qui se passe au niveau de l'investissement. Et aujourd'hui, là, elle a pris la direction générale depuis quelques années, elle le dira elle-même. Donc, Houda et Amine, merci de vous joindre à nous pour ce sujet. Et je vous cède la parole. Amine, on ne t'entend pas. Amine, tu mets ton micro. Amine? Voilà, ça devrait être mieux. Je pensais que c'était fait automatiquement. Pas de souci. Je te cède la parole, Amine. Vas-y. Ok, super. Merci beaucoup, Kamal, pour cette brillante introduction, brève et concise. Donc, effectivement, je suis Amine Diouri, je suis directeur études et communications chez Inforisque Dun & Bradstreet et j'ai l'immense plaisir de co-présenter, en tout cas de présenter avec Houda pendant près de 45 minutes donc cette présentation, ce webinaire qui est lié au délai de paiement. Alors, on aura deux objectifs pendant ces 45 prochaines minutes. Le premier objectif, c'est de parler de manière simple, synthétique sur cette loi sur les délais de paiement, qu'est-ce que ça apporte, quels sont les changements par rapport aux précédentes lois. L'idée, ce n'est pas non plus de rentrer dans des détails hyper techniques, on le voit bien, l'agenda est relativement serré par rapport à la prochaine déclaration, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur la déclaration elle-même. L'idée, ce n'est pas d'apporter, je pense, d'apporter des réponses. Il y a des experts plus compétents que nous deux pour répondre à ça, notamment les experts comptables. Nous, on va essayer d'être hyper clair et synthétique sur la loi. Le deuxième objectif, c'est d'élargir notre propos et de dire la loi, c'est bien en matière de délai de paiement, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en compte.
Effectivement, Kamal a parlé dans son introduction de credit management, la sélection des clients en amont, etc., etc. J'en parlerai plus tard dans ma présentation. Et Ouda aura également l'opportunité, puisque voilà, d'en savoir un peu plus, vous aurez l'opportunité d'en savoir un peu plus sur le factoring et justement ce mode de financement, quel apport en matière de délai de paiement. Voilà, ça c'est l'idée de notre présentation. Je présente rapidement InfoRisk également. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes data providers, c'est-à-dire que nous fournissons de la data aux entreprises justement pour leur permettre de prendre des décisions par rapport à leurs clients, leurs fournisseurs et de manière plus globale de répondre à 3 questions fondamentales qui sont avec qui je travaille, est-ce que mon client, est-ce que ma contrepartie est solvable? Et la 3e question, c'est quand est-ce que ma contrepartie, quand est-ce que mon client va me payer? Voilà, c'est l'objectif d'un data provider. On est également membre du réseau Dun & Bradstreet, donc le premier réseau mondial en matière d'information B2B. Et donc, nous aidons les entreprises aujourd'hui avec de l'information, des services à valeur ajoutée. Voilà, rapidement, et puis je cède la parole à Ouda pour qu'elle puisse également se présenter et parler d'Atijari Factoring. Merci Amine. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation à ce webinaire qui me permet d'intervenir sur un sujet d'actualité qui est au centre des préoccupations des entreprises qui doivent remplir donc leur télédéclaration fin de ce mois-ci. Donc, qu'elles soient en retard ou non, mais il faut justement les déclarer. Alors, peut-être avant de présenter Tijari Factoring Maroc, il serait opportun de faire un petit point sur l'affacturage mondial. Le marché de l'affacturage africain est encore peu mature et ne représente que 1% du marché de l'affacturage mondial. L'Europe est le plus grand marché de l'affacturage du monde avec une part de marché de près de 68%. Donc, les marchés sont très développés en France, en Espagne et d'autres pays européens avec des croissances de plus de 15% ces dernières années avec un taux de pénétration par rapport au PIB supérieur à 10%. Alors, le marché marocain, quant à lui, ne représente que 3% du PIB et on a encore de beaux jours de factoring devant nous, je dirais. Donc, par rapport donc, à Tijari Factoring Maroc, donc nous, on a plus quasiment 29 ans d'existence. On est une filiale détenue à 100% par le groupe Tijari Wafa Bank et nous proposons et nous offrons donc une offre complète de factoring qui vient du domestique à l'international. On gère plus de 17 milliards de factures, 10 milliards en factoring et 7 milliards pour le confirming. Nous avons une part de marché actuelle de 36% sur les créances acquises par affacturage sur le secteur public et privé. À noter que l'État avait bien utilisé le mécanisme d'affacturage pour le crédit TVA et le crédit IS, qui a rencontré un succès réel auprès des entreprises qui souhaitent céder les créances sur l'État. Nous sommes également membres de l'APSF, donc parmi plusieurs sociétés d'affacturage. Alors, on est au nombre de 8, dont 3 filiales. Le reste, c'est des départements de banque. Et on est également membre de FCI, qui est le plus grand réseau d'affacturage mondial, regroupant 372 correspondants. Et je rappelle que d'ici 2 semaines, il y a le meeting annuel de FCI, où il y aura pour la première fois à Marrakech l'événement qui se déroulera. Voilà, déjà pour la présentation de Tijari Factoring, et je te donne la parole, Amine, pour t'en dérouler. Merci. Oui, merci Ouda. Effectivement, l'idée, c'est de commencer tout de suite par un état des lieux des délais de paiement. De quoi on parle quand on parle aujourd'hui de délai de paiement en termes de délai? Ce n'est pas un hasard si le délai de 120 jours maximum a été fixé, il passe de 90 à 120 jours. Je vous dirai pourquoi. Et par la suite, on verra qu'effectivement, le cadre légal sur les délais de paiement a été très évolutif parce qu'il y a eu différentes lois depuis 1996. Et on va voir effectivement tous les changements qui sont intervenus entre-temps. Alors, quand on parle de délai de paiement au Maroc, donc ces chiffres effectivement sont tirés de l'Observatoire des délais de paiement, puisque nous travaillons avec la CEGEM dans le cadre de cet observatoire, et donc nous fournissons de la data sur les délais de paiement, justement. Il a été en moyenne de 213 jours en 2021, donc il y a eu une légère amélioration par rapport à la période Covid, mais 2020 était une année vraiment exceptionnelle. Ce qu'il faut retenir quand même en matière de délai de paiement, c'est que c'est surtout la TPE qui aujourd'hui souffre le plus de ces délais de paiement. La PME, l'AGE, elle, beaucoup moins. On voit que, par exemple, depuis 2014, l'évolution des délais de paiement est restée relativement stable.
ce qui est le cas pour la PME, ce qui est le cas pour la GE. La GE, d'ailleurs, qui a un comportement de paiement qui est inversé, c'est-à-dire que la courbe fournisseur est au-dessus de la courbe client. Donc ça, ce sont des éléments qui ressortent effectivement de l'analyse, mais vraiment globalement, on a vu un allongement de près de 100 jours entre 2014 et 2021 sur les délais de paiement globaux. Quel impact ça a sur le crédit interentreprise? Il a augmenté de manière assez forte ces dernières années. Il a même dépassé les 400 milliards de dirhams avant la période Covid. Avec le Covid en 2020, il est un peu redescendu. Et d'ailleurs, on va faire le lien par la suite avec le financement, puisque s'il est repassé en dessous des 400 milliards, c'est qu'il y avait aussi du financement qui avait été accordé d'Aman Relance Oxygène, et que les conditions d'octroi de ces prêts étaient liées aussi au fait de payer en temps et en heure ses fournisseurs, et donc ça a eu un impact sur le crédit interentreprise. Mais ça, on y reviendra par la suite. Qu'est-ce qu'il faut retenir par ailleurs par rapport à la question des délais de paiement? C'est un élément central aujourd'hui pour expliquer les différentes entreprises. C'est la première raison de défaillance d'entreprise aujourd'hui, c'est les retards de paiement. 40% des entreprises font face à des retards de paiement aujourd'hui. Ça a un impact important au niveau du bilan d'une entreprise. Donc, on parle entre 30 et 50% du bilan représenté par le poste client. Donc, on voit bien que l'encours client est extrêmement important dans un bilan. Les impayés, un montant important du chiffre d'affaires, on parle presque de 2%. Et donc, tout ça mobilise l'entreprise. Faire remonter la trésorerie au niveau de l'entreprise, ça mobilise énormément de ressources. Ça mobilise des ressources financières, humaines, et donc forcément, ça a un impact sur l'activité de l'entreprise. Alors, très brièvement, quand on parle de délai de paiement, il faut aussi en comprendre les causes. Il peut y avoir des causes exogènes, c'est-à-dire extérieures, disons, au phénomène lui-même, c'est-à-dire que ça peut être un phénomène conjoncturel, ça peut être par exemple typiquement la crise Covid, ça peut être des spécificités sectorielles, c'est-à-dire que certains secteurs ont des modes de fonctionnement qui font que le business model font que les délais de paiement peuvent être beaucoup plus longs. La loi a prévu de s'adapter justement à certains secteurs qui ont des délais de paiement beaucoup plus longs. Ça peut être des habitudes culturelles. On dit souvent que chez nous, la question des mauvais payeurs est quasiment culturelle. On peut le dire ou pas, mais en tout cas, ce genre de choses n'est pas figé dans le temps. Ça peut être une question de mode de paiement et surtout d'une stratégie de paiement abusive, c'est-à-dire que certains clients, peuvent avoir la trésorerie nécessaire, mais allonger abusivement le temps de paiement, justement pour conserver le plus longtemps possible la trésorerie. À côté de ça, il peut y avoir des causes fonctionnelles, et c'est ça qui nous intéresse davantage, puisque là, c'est vraiment l'entreprise qui peut maîtriser ces facteurs et essayer, à travers la maîtrise de ces facteurs, d'améliorer les délais de paiement. Ça peut être un traitement administratif, le traitement administratif qui peut être lacunaire au sein de l'entreprise. Clairement, ça peut être une question de facturation, ça peut être une question de bons de commande, de contrats qui n'ont pas été émis dans des bonnes conditions. Ça peut être aussi des tensions de trésorerie chez l'entreprise, chez le client qui aura du mal à payer. Et puis, ça peut être aussi un désaccord lié à des litiges commerciaux, c'est-à-dire que par rapport à une prestation rendue ou des marchandises livrées, il y a un désaccord et donc ça peut allonger les délais de paiement. Alors, je reviens effectivement sur cette question du crédit interentreprise. On le voit bien, depuis 2010, il s'est allongé de manière conséquente. C'est presque 100 milliards de dirhams de plus entre 2010 et 2021, même s'il y a une légère amélioration. Ce qui est intéressant de voir au niveau de ce crédit interentreprise, et c'est ce crédit interentreprise qui a influencé la loi, c'est que près de 81% de ce crédit interentreprise, ce stock, est possédé, entre guillemets, par les PME et les GE. Donc, le problème, si on veut traiter la question en grande partie des délais de paiement, il faut voir comment l'améliorer auprès des PME et des GE. Et donc, effectivement, la loi a été faite de sorte qu'on commence justement par les grandes entreprises, puis les PME, puis les petites entreprises. Ce qu'il faut retenir également, alors,
Par rapport à cette question du crédit interentreprise, quand on dit 400 milliards de crédit interentreprise, ça ne veut pas dire que c'est 400 milliards d'impayés. Bien au contraire, il y a une grosse partie des entreprises aujourd'hui qui respectent les délais de paiement. Même si on prend aujourd'hui la nouvelle loi 120 jours, c'est près de 66% des entreprises qui sont dans le cadre de la loi, qui n'auraient donc pas à payer des amendes par rapport à ce qui est prévu dans la nouvelle loi. Ça signifie donc que nous avons près de 34% des transactions qui sont en dehors du cadre légal, qui dépassent les 120 jours. Et donc, c'est sur ces 34% que la loi va agir et c'est sur ces 34% que les pénalités vont s'appliquer, sachant par ailleurs qu'on parle de l'application des pénalités sur les factures de plus de 10 000 dirhams. Alors, je repasse la main à Ouda qui voulait effectivement faire par rapport aussi à ce qu'elle observe par rapport à son activité, les délais de paiement qui sont observés dans le factoring. Alors, merci Amine. Effectivement, en fait, l'idée, c'est de faire une corrélation par rapport à notre échelle en tant que facteur, par rapport aux délais moyens par secteur d'activité. Donc, globalement, nous avons pris un échantillon de 50 000 factures sur l'année, sur lesquelles nous avons zoomé les secteurs d'activité et nous observons certes une amélioration des délais de paiement qui passent de 231 jours en 2021 à 128 jours en 2022. Donc, on n'est pas loin en fait de finalement du seuil maximal que fixe la loi à 120 jours. Donc déjà, par rapport à ça, donc les sociétés qui ne respectent pas les délais qui sont maintenant imposés par la loi, et comme l'a dit Amine, de 34%, mais certains secteurs d'activité, on le constate, observent des délais quand même de paiement assez significatifs. Je parle de poste et télécommunications, on passe également électricité, eau et gaz. Donc là, il y a typiquement des secteurs d'activité qui doivent se conformer à la loi en faisant un effort pour se structurer à l'intérieur et pouvoir donc mieux disons, faire des efforts pour pouvoir respecter les délais de paiement. Et la loi a commencé par les grands donneurs d'ordre, puisqu'ils réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de dirhams, voire GE. Et donc, je pense que c'est l'exemple. En fait, ces sociétés-là doivent donner l'exemple pour pouvoir par la suite dupliquer cette loi sur la PME et la TPE vers la fin de 2025. Voilà, donc c'est un petit échantillon des délais moyens observés au niveau de chez nous, au niveau d'un facteur. Merci beaucoup, Ouda. Donc, effectivement, tu as précisé les délais moyens observés. Alors, l'idée par la suite, c'est effectivement de rentrer dans le cadre de la loi 69-21. Qu'est-ce qu'elle dit précisément et par la suite, nous verrons justement quels sont les changements par rapport aux précédentes lois. Alors, déjà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le cadre légal, il est extrêmement évolutif. On a quasiment 4 lois sur les délais de paiement. La première, c'est la loi la plus générale, c'est la loi 1595 du Code de commerce qui a été promulguée en 1996 et qui fixait déjà un certain nombre de normes en matière de délai de paiement. La loi de 2011, la loi 3210, est venue rajouter des éléments supplémentaires par rapport à la loi 1595 et est venue la modifier précisément sur un certain nombre d'éléments. On parlait à ce moment-là de délai de paiement de 60 jours quand le délai était non convenu entre les parties, 90 jours quand il était convenu entre les parties, et il précisait également l'effet générateur et le fait que les pénalités de retard seraient fixées par la suite par voie réglementaire. En 2016, une nouvelle loi, la loi 4915, est venue rajouter une couche supplémentaire en disant, en cas de litige, on désigne un médiateur. Cette loi a mis en place justement le cadre de l'Observatoire des délais de paiement qui est aujourd'hui opérationnel et pour laquelle il y a déjà eu 2 rapports qui ont été publiés. Je pense que le 3e est en cours. Et l'idée, c'était aussi de fixer un délai au-delà de 90 jours dans le cadre d'accords professionnels motivés par des raisons économiques sectorielles. Bon, pour ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'effectivement, cette mesure n'a jamais réellement été appliquée, puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas eu de secteurs qui ont obtenu en tout cas des délais de paiement spécifiques. Et puis arrive par la suite la loi de 2023, donc la loi 69-21,
qu'on va voir plus dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle dit déjà par rapport à un champ d'application qu'elle s'applique aux entreprises qui font plus de 2 millions de dirhams de chiffre d'affaires, personnes physiques, personnes morales. Premier constat qu'on fait par rapport à ce champ d'application, plus de 2 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ça signifie qu'on exclut de fait de la loi plus de 80% des entreprises marocaines. Parce qu'effectivement, 80% de ces entreprises font moins de 2 millions. Donc, la loi, concrètement, elle s'applique sur 20% des entreprises. Deuxième nouveauté, c'est la question, l'allongement des délais de paiement. Donc, on passe, si le délai est convenu entre les parties, il passe à 120 jours au lieu de 90 jours. Sur avis du Conseil de la concurrence, ce délai peut être même porté à 180 jours. Donc, effectivement, certains secteurs pourront demander l'avis du Conseil de la concurrence et obtenir ce délai de 180 jours. Ce qui est intéressant également, je trouve aussi, en tout cas qui est plus clair, c'est le fait générateur du calcul du délai de paiement, c'est-à-dire que concrètement, le délai de paiement court à partir de la date d'émission de la facture. Et cette date d'émission de la facture ne peut pas dépasser le dernier jour du mois de la livraison des marchandises ou de l'exécution des travaux ou des prestations de services. Autre grande nouveauté par rapport à cette loi, donc, c'est la déclaration trimestrielle électronique qui va être faite en tout cas le mois suivant la fin d'un trimestre, et la première déclaration aura lieu le 30 octobre prochain. Donc, on a vu ces derniers jours un certain nombre d'informations qui sont sorties par rapport au formulaire qui doit être rempli formulaire électronique qui doit être rempli par les entreprises, qui a été annoncé par la DGI. S'en est suivi ensuite un certain nombre de précisions de l'ordre des experts comptables sur le quitus, sur le document qui sera réalisé par les commissaires aux comptes pour les entreprises de plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, et en tout cas les missions qui seront réalisées par le CAC dans le cadre de cette déclaration sur les délais de paiement. Ce que prévoit la loi, elle prévoit également des sanctions par rapport au délai de paiement qui serait au-delà des 120 jours légaux pour les factures de plus de 10 000 dirhams. Donc, qu'est-ce que ça dit concrètement? Que le premier mois va s'appliquer un taux d'environ 3% qui correspond au taux directeur de la Banque du Maroc, et chaque mois viennent s'ajouter 0,85% supplémentaire sur le montant des factures en retard. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en cas de défaut de déclaration ou de retard de déclaration, il est également prévu, selon la taille de l'entreprise, des pénalités allant de 5 000 à 250 000 dirhams. Et toutes ces pénalités vont être collectées par la DGI et viseront à alimenter un fonds de soutien aux TPME. Alors, entrée en vigueur, on l'a vu, c'est progressif. Donc, depuis juillet, cette loi ne concerne que les entreprises de plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. À partir du 1er janvier 2024, elles concerneront les entreprises entre 10 et 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et à partir du 1er janvier 2025, les entreprises, toutes les autres entreprises, c'est-à-dire celles entre 2 et 10 et supérieures. Donc là, on a vraiment essayé de synthétiser le plus possible les principaux éléments de cette loi 69-21. Alors, on le voit clairement, beaucoup de questions ont été soulevées par les grandes entreprises, celles qui sont amenées à faire leur déclaration au plus tard le 30 octobre. Il y a eu beaucoup de questions sur pêle-mêle, quid des factures de moins de 10 000 dirhams. Alors certes, est-ce qu'on les déclare même si on ne paye pas de pénalité dessus? Il y a un certain nombre de questions qui sont sorties. Le visa commissaire aux comptes, qu'est-ce que ça doit comprendre? Donc, heureusement, l'ordre des experts comptables a précisé effectivement la mission qui va être réalisée, qui va être une mission de vérification de la concordance des déclarations qui vont être faites. On parle d'une mission de plus de 15 jours, avec le coût qui est associé, évidemment. Alors, évidemment, par la suite se posera la même question à partir de janvier prochain pour les PME entre 10 et 50 millions, et puis surtout pour les entreprises entre 2 et 10 millions. Mais bon, voilà, toutes ces questions se poseront par la suite, et c'est pour ça que j'ai dit dès le début que ce n'était pas l'objectif, on n'est pas là tout de suite pour répondre à toutes ces questions. Je pense que les réponses vont venir progressivement, puisque la DGI est en train de rédiger
un document sur cette loi sur les délais de paiement pour répondre précisément à toutes ces questions. Et dès que ce document sera là, on aura les idées un peu plus claires par rapport au côté opérationnel de cette loi. Donc, à voir par la suite. Alors, quels sont les changements majeurs à attendre par rapport à la loi 69-21? Bon, déjà, on le comprend, on le voit clairement, c'est que c'est un changement de paradigme, de philosophie par rapport aux précédentes lois. Là, les précédentes lois, il y avait un client, un fournisseur, et les deux réglaient leurs conflits entre eux, entre guillemets, via l'application de pénalités qui, en réalité, n'ont jamais été appliquées, puisqu'on était dans un rapport de force entre une grande entreprise et une petite entreprise ou une moyenne entreprise, et donc forcément, le rapport de force était toujours défavorable par rapport aux fournisseurs, en tout cas la petite entreprise, et donc les pénalités n'étaient jamais exécutées. À travers cette nouvelle loi, on rajoute une tierce partie qui est l'État, à travers la DGI, et donc effectivement, ça rentre un peu dans la philosophie d'autres lois qui aujourd'hui existent. Je pense notamment à la loi LME en France, qui reprend le même principe, où c'est l'État qui effectivement vient sanctionner les mauvais payeurs. Et je pense que c'est mieux effectivement que l'État soit partie prenante dans cette question des délais de paiement. Alors, on dit, alors, il y a deux façons de voir cette question des 120 jours aujourd'hui légaux, maximum. Il y a ceux qui disent, à juste raison, qu'on allonge les délais de paiement, on les allonge de 90 à 120 jours. Et c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, sur près de 66% des transactions, on respecte le cadre de la loi et en fait, on allonge la durée légale de la loi. Donc pour celle-là, pour les entreprises qui restent dans ce cadre légal, on allonge de 30 jours supplémentaires le paiement. De l'autre côté, si on voit le côté positif de la loi, on se dit, bah oui, mais aujourd'hui, le délai réel, il est de 220 jours. Si on tient compte des délais de TPE, l'idée, c'est de se rapprocher, de partir de 220 jours et de se rapprocher des 120 jours. On peut voir aussi le verre à moitié plein et se dire, bah non, on regarde les retards les plus importants et on essaye de se rapprocher du délai maximal. Donc effectivement, il y a le côté positif, on essaie de diminuer le délai réel qui est aujourd'hui très important. Le côté négatif, c'est qu'effectivement, on allonge le délai légal de 30 jours supplémentaires, ce qui peut avoir aussi un impact sur un certain nombre d'entreprises. Alors, l'autre changement majeur, c'est un changement de mindset. Je parlais au début d'habitudes culturelles. On le voit bien sur ce graphe. Les délais de paiement sont très disparates selon les régions, selon les pays, Europe du Nord version Europe du Sud, ou même si on prend le côté Méditerranée, c'est-à-dire si on prend le Maroc et qu'on regarde l'Espagne, le Portugal, la Bulgarie, un certain nombre de pays, on voit que il y a quand même une certaine homogénéité sur les régions, les zones géographiques. Et donc, clairement, la question des délais de paiement peut être considérée comme culturelle. Après, l'idée, c'est pas de dire, bah oui, mais c'est ancré, c'est comme ça, on ne peut pas changer les délais de paiement parce que c'est ancré dans notre culture. Ça n'est pas tout à fait vrai. Je pense que l'État a un rôle majeur à jouer justement dans la modification de ses habitudes. Plus l'État intervient, plus il sanctionne, plus ça modifie, je pense, ses habitudes culturelles. Je vais citer un exemple extrême qui, à mon avis, ne peut être appliqué dans aucun autre pays, mais c'est quand même un bon exemple du type de changement qu'on peut avoir avec l'intervention de l'État. Je citerai l'exemple de la Chine, par exemple, qui était un très mauvais payeur il y a encore 5 ans, 6 ans. Depuis que l'État est intervenu et a mis en place son scoring social, où clairement chaque individu a un certain nombre de points qu'il perd s'il a un mauvais comportement en société, mais aussi par rapport à son entreprise. S'il perd tous ses points, il ne peut plus voyager, il ne peut plus se déplacer. C'est un exemple extrême, mais ça montre bien que l'État a un rôle majeur et peut modifier justement les mauvaises habitudes, en tout cas les mauvais comportements. Alors, troisième apport qui est aussi intéressant, dont on ne parle pas beaucoup, mais dont on parlera certainement dans les prochains mois, c'est que les pénalités qui vont être collectées vont venir alimenter un fonds de soutien pour les TPME. Donc, indirectement, les principales victimes aujourd'hui des délais de paiement, à savoir les TPE et les PME,
recevront indirectement une partie des fonds générés. Alors, avec quelques petits calculs par rapport au montant du crédit interentreprise, par rapport au pourcentage de transactions qui sont en dehors des délais de paiement, etc., je suis arrivé à peu près 2 milliards de dirhams par an quand la loi sera pleinement appliquée à partir de 2025. Donc, une manne qui est quand même intéressante, qui viendra alimenter le fonds de soutien pour les TPME. Alors, autre lien, j'en ai également parlé au début, les retards de paiement ont un lien direct avec les défaillances d'entreprise. On le voit bien depuis presque 3 ans, avant la période Covid, les défaillances d'entreprise ont augmenté de manière très forte, c'est-à-dire qu'on a une progression de près de 50% depuis 2019. 99% des entreprises défaillantes sont des TPE et évidemment, pour 40% des défaillances d'entreprises sont dues à des retards de paiement. Donc, on voit bien que quand on regarde les défaillances, les retards de paiement, les délais de paiement sont toujours là. Et donc, il fallait, si on voulait s'attaquer à la question des défaillances d'entreprise, il fallait attaquer sa source, qui était la question des délais de paiement. Évidemment, la question des défaillances d'entreprise n'est pas le seul impact indirect attendu par la question des délais de paiement. On améliore les délais de paiement, plus de cash qui rentre dans l'entreprise, c'est évidemment moins de défaillances, c'est aussi des emplois qui sont non détruits, c'est aussi pour des entreprises des emplois créés, ça peut être aussi de l'investissement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'investissement, il est porté essentiellement pour près de 2/3 par l'investissement public et seulement 1/3 l'investissement privé, et encore dans ces 1/3, on parle uniquement des grandes entreprises. Plus de trésorerie dans les caisses des très petites entreprises et des moyennes entreprises, ça peut être aussi une croissance de l'investissement privé auprès de ces catégories d'entreprises. Ça peut être aussi un accès plus facile au financement, parce qu'effectivement, des structures financières, des hauts de bilan plus sains, forcément, va engendrer plus de financement auprès de ces cibles. Et évidemment, à travers tout ça, l'État doit aussi pouvoir s'y retrouver en matière de collecte d'impôts, que ce soit l'IS, la TVA, les autres impôts. Donc, on espère que tout ça va se concrétiser, mais en tout cas, on attend au minimum que se réalisent en partie ces éléments. Alors, on a parlé de la loi, on a vu les principaux changements. L'idée, c'est de dire que maintenant, effectivement, la loi, c'est bien, mais pour une entreprise, ça n'est pas tout. Pour une entreprise, il y a d'autres façons d'attaquer cette question des délais de paiement. Il y a évidemment la partie du credit management, on va rentrer dans le détail dans quelques instants, et notamment à travers le prisme de la data, mais ça peut être aussi vu d'un autre côté, du côté du financement de factures, qui peut être un formidable accélérateur en matière de délai de paiement. Et Ouda vous en parlera plus dans le détail que moi par la suite, juste après moi. Alors, évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer que le credit management, c'est un certain nombre d'éléments, c'est déjà un process, c'est des workflows, c'est comment les différents départements travaillent en interne entre eux, les commerciaux, la direction financière, le credit management, le recouvrement. Il y a un certain nombre de règles qui sont fixées. Plus c'est efficace, plus le recouvrement sera accéléré. Après, il y a aussi la question de la technologie. Quel outil vous utilisez? Est-ce que vous avez des ERP? Est-ce que vous avez d'autres plateformes technologiques qui vous aident justement à mieux gérer la partie recouvrement? Il y a la partie data interne. Aujourd'hui, dans votre entreprise, vous collectez un certain nombre d'informations du marché, de vos clients. Mais aujourd'hui, à quoi sert cette information? Est-ce que vous l'utilisez justement dans le cadre de votre process de credit management pour justement en tirer profit et accélérer votre recouvrement? Et le dernier point dont je voulais parler, c'est effectivement avoir accès à d'autres types d'informations, de la data externe provenant de data providers, justement avec l'idée d'avoir un maximum d'informations sur, en amont, le prospect, le futur client. Est-ce qu'il est solvable? Avec qui je travaille? Est-ce qu'il va me payer en temps et en heure?
Ce sont les trois principales questions et je vous les repose aujourd'hui, maintenant. L'idée, c'est de répondre à ces trois questions. Donc, l'idée, c'est en amont, sélectionner le futur client, le prospect. C'est identifier ce partenaire, négocier avec lui l'octroi de crédit. Concrètement, est-ce que je le fais payer tout de suite, ce futur client, ou est-ce que je lui octroie des délais de paiement? Mais pour ça, il faut que je me base sur un certain nombre de critères, sur un certain nombre de data, sur des data signalétiques sur le secteur, la géographie, la taille de l'entreprise. Ça peut être sur des scores, scores de défaillance, scores de solvabilité, sur des dirigeants. Est-ce que mon futur client il a des actionnaires qui sont stables? Est-ce qu'ils n'ont pas planté d'autres entreprises? Est-ce qu'il y a des événements juridiques ou judiciaires liés à ces entreprises? Auquel cas, je vais faire attention. Quel est le comportement de paiement de mon futur client? Est-ce que c'est un bon comportement de paiement? Est-ce que c'est un mauvais comportement de paiement? Et auquel cas, j'ai intérêt à ne pas accorder de crédit. Donc, la question des délais de paiement, elle se pose en amont, au moment même de la sélection du futur client. Elle se pose ensuite quand il a signé avec vous. Et là, effectivement, l'idée, c'est de surveiller votre portefeuille. Concrètement, c'est de segmenter votre portefeuille client, c'est-à-dire, je vais segmenter mon client en fonction ceux qui ont un bon profil payeur, un mauvais profil payeur, et je vais me concentrer sur la surveillance des mauvais profils, par exemple. Mais pour ça, il faut que j'ai de la data, encore une fois. Il faut que j'ai des scores, il faut que j'ai de l'alerting, il faut que je puisse être alerté en temps et en heure s'il y a le moindre événement juridique, ou en tout cas judiciaire, qui vient compromettre la solvabilité de mon partenaire. Et puis, par la suite, c'est la partie recouvrement. Donc, je surveille, mais en même temps, j'ai accordé des délais de paiement à mon portefeuille client. À un moment donné, il faut que je recouvre. Il faut que je mette en place des stratégies de relance. Mais ces stratégies de relance, elles doivent être adéquates par rapport au profil de mon client. Si j'ai un profil bon payeur, je vais peut-être le laisser tranquille, me payer comme il a été prévu. Si je vois que le profil de mon client se dégrade ou que c'est un mauvais profil, là, par contre, je vais mettre des mesures spécifiques en place pour accélérer le recouvrement. Et donc, je vais regarder en permanence des informations, des data type scoring, PDEX, c'est-à-dire des informations sur le comportement de paiement, ainsi que les événements juridiques et judiciaires. Donc, vous le comprenez parfaitement, l'idée c'est de dire, il y a la loi, il y a la data, et la data également a son rôle à jouer justement dans la réduction des délais de paiement dans une optique opérationnelle pour l'entreprise. Dernier point dont je voulais parler sur le côté data, sur le volet data, c'est l'importance aujourd'hui de la data sur les retards de paiement. Aujourd'hui, nous avons mis en place un programme qui s'appelle le DoneTrade, justement, qui vise à collecter de la data spécifique sur les retards de paiement et qui donne de l'information à jour sur le comportement de paiement des entreprises. Et aujourd'hui, nous pouvons donner de l'information sur plus de 27 000 sociétés marocaines et nous avons plus de 300 000 factures collectées tous les mois. Et donc, on a de la data fraîche et à jour sur cette data retard de paiement qui est extrêmement importante quand on doit prendre une décision par rapport à un prospect, par rapport à un client et le comportement qu'on doit avoir par rapport à lui. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications, mais en tout cas, on pourra revenir, si vous voulez, dans la question-réponse sur un certain nombre de points data, si vous le souhaitez. En tout cas, je suis à votre disposition. Je passe la main à Ouda pour justement parler du volet factoring, financement de facture, qui est tout aussi important dans cette question des délais de paiement. Merci Amine. Effectivement, donc l'idée c'est que on a vu la loi, tout ce qu'elle peut apporter comme nouveauté par rapport aux délais de paiement, mais également les sanctions qui sont mises en place. Également l'intégration de toutes les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions de dirhams. Reste effectivement quid la question des 80% des sociétés qui ne seront pas réellement soumises à cette loi. Mais on commence déjà par les premiers de la classe pour après, en fait, onboarder la totalité des entreprises. Donc, par rapport aux solutions qu'on peut trouver
au niveau donc, de la réduction des délais de paiement. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes que les banques proposent, mais également les sociétés de financement spécialisées, qui puissent réduire ce délai de paiement. Ça ne vous empêche pas de déclarer les créances, clairement, mais en tout cas, ça permet d'apporter des solutions réelles, immédiates aux besoins de fonds de roulement. Donc, peut-être avant d'aborder donc, le produit factoring et par la suite le confirming, donc l'idée, c'est de se pencher sur cette chaîne de valeur sur lesquelles, en fait, on peut réduire les délais de paiement. Donc, on distingue deux blocs, les avant-expédition et les post-expédition. Et je vais plutôt me focaliser sur le post-expédition qui est le cœur du sujet par rapport au délai de paiement, qui est le financement des créances. Donc, bien entendu, vous connaissez l'escompte commercial qui est commercialisé par toutes les banques, la facturage que je vais vous présenter par la suite. Mais il y a également le forfaiting qui est un escompte sans recours d'un effet de commerce donc accepté et qui est avalisé par la banque de l'acheteur à l'étranger sur des pays sur lesquels le factoring n'intervient pas. Et bien entendu, le produit donc communément courant qu'on appelle l'ASMN avance sur marché nanti et sur lesquels en fait on permet de couvrir les délais de règlement fixés par l'administration. Et par la suite, donc là, on finance le côté dette, donc au niveau du confirming, au niveau des fournisseurs. Donc, Hermine, si tu pouvais passer à la slide suivante. Donc là, plus spécifiquement, si on parle de factoring, donc l'idée principale, de façon synthétique, je sais que la plupart des présents, on est aux 100 participants quasiment, connaissent le factoring, mais juste très brièvement, on distingue deux types de mécanismes juridiques sur lesquels on a une subrogation quand il s'agit de marché privé ou par acte de nantissement quand il s'agit de marché public. Donc, typiquement, dans les deux cas, le facteur devient propriétaire des créances. Donc, il se substitue au client et donc, il assure le recouvrement concomitamment. Alors, je dirais bien concomitamment avec l'adhérent parce que le recouvrement, c'est un vrai sujet de préoccupation dans les sociétés et c'est vraiment un casse-tête chinois. Donc, l'idée, c'est vraiment de le déléguer, certes, mais je dirais ensemble parce que les clients ont cette capacité de persuasion qui est là. Et le factor vous libère un petit peu de tout ce tracas, mais avec l'accompagnement des sociétés. Ça permet donc de pondérer les risques pour la société et de faire face à la défaillance du débiteur. Donc, avec ça, en fait, on est accompagné par des assurances, surtout si on fait de l'escompte sans recours. L'idée, c'est que, in fine, quand vous cédez la créance, vous vous débarrassez de cette créance de façon, en tout cas, immédiate pour bénéficier d'un BFR. Donc, la slide d'après, Amine. Donc, les avantages du factoring sont nombreux, indépendamment du financement. L'idée, c'est aussi de se protéger contre les factures impayées, d'alléger la gestion du poste client et également de diminuer les conséquences des retards de paiement. Et indépendamment de ça, le factoring permet aussi, grâce à un certain nombre d'outils, dont InfoRisque, le crédit de bureau, mais également les assurances, elles nous donnent des informations sur la qualité du débiteur sur lesquels en fait vous cédez ces créances-là. Donc, typiquement, un facteur, quand vous lui présentez une facture ou un lot de factures à financer, en amont de tout cela, nous nous renseignons sur la solvabilité du débiteur, sur sa capacité à payer en temps et en heure, et également nous mettons les moyens nécessaires pour qu'on puisse recouvrir finalement ces créances-là en temps et en heure. Mais bon, ça c'est, je dirais ça entre guillemets. Donc, ça c'est pour ce qui concerne le factoring. Après, là, on s'est penché vraiment sur la question des clients. Et si on passe de l'autre côté, et on appelle ça le reverse factoring ou le confirming, en fait, il est simple, il est pratique, ce confirming, parce que c'est un outil de règlement qui s'adresse aux grandes entreprises et qui s'appuie sur une relation solide avec leur banque, qui bénéficie d'une bonne notation et qui dispose d'une chaîne d'approvisionnement stable. Et c'est ça qui fait un peu défaillance aux TPME, c'est cette chaîne d'approvisionnement stable et bien maîtrisée.
Alors, les donneurs d'ordre, ils disposent d'un compte fournisseur important et souhaitent donc remédier aux insuffisances des moyens classiques de paiement, chèque, effet ou par virement. Et c'est aussi un avantage pour eux parce qu'ils sont dans une démarche RSE. Ils essaient d'onboarder tout l'écosystème fournisseur pour mieux, finalement, être approvisionnés et aider par la même occasion les fournisseurs à se financer. Alors, dans les deux cas, que ce soit le factoring ou le confirming, c'est des moyens effectivement de disposer d'un BFR immédiat, mais sans endettement supplémentaire. Parce que finalement, mobiliser un poste client ou bien financer un poste fournisseur, il n'y a pas d'endettement. Au contraire, c'est un allègement de la dette et ça permet également de libérer les lignes bancaires sur lesquelles, en fait, souvent, elles sont vraiment en flux tendu. Donc, le confirming, on a deux types de confirming. Donc, il y a des donneurs d'ordre finalement qui nous confient donc, le fichier des fournisseurs, qui nous le remet. Et à ce moment-là, qui nous disent à date d'échéance. Donc là, typiquement, pour les délais de règlement, le max, c'est 120 jours. À 120 jours, vous allez régler ces fournisseurs-là. Et là, à ce moment-là, on s'occupe de finalement faire un virement de masse et payer à l'échéance. Mais avec ce circuit-là, en fait, il y a également le confirming avec financement. Et là, en fait, quand le donneur d'ordre nous remet le fichier de ses fournisseurs, et on connaît le délai qui est de 120 jours ou 90 jours, on propose à ses fournisseurs de se financer à des conditions avantageuses, et puisque en fait, on s'appuie sur finalement un ordre de prélèvement irrévocable sur le compte du donneur d'ordre. S'il te plaît, la slide d'après, Amine. Donc, en fait, c'est une solution qui est gagnant-gagnant entre le fournisseur et l'acheteur, puisqu'ils ont en fait deux objectifs différents. Le fournisseur, c'est raccourcir les DSO et l'acheteur, c'est allonger les DPO. Donc, avec ce mécanisme de confirming, donc, on permet d'améliorer la trésorerie pour le fournisseur, la réduction des coûts de financement, une mise à disposition d'une réserve de liquidité sur demande et finalement la réduction du risque de paiement et du délai de paiement in fine. Alors, l'acheteur, quant à lui, a tout à gagner puisqu'il fédère tout un écosystème de ses fournisseurs. Donc, il maintient son fonds de roulement sans pour autant avoir un impact. Une réduction des interruptions ou retards dans les chaînes d'approvisionnement quand le fournisseur n'a pas les moyens finalement d'acheter de la marchandise ou du stock pour approvisionner le donneur d'ordre. Et c'est une meilleure amélioration du climat des affaires avec une amélioration des ratios financiers. Donc, in fine, la slide d'après, Amine, on est vraiment sur deux objectifs qui sont communs, qui se réunissent finalement dans une seule slide. On a des avantages quantitatifs et des avantages qualitatifs. Alors, côté acheteur, une vraie amélioration des ratios financiers avec l'optimisation du fonds de roulement, la gestion de la liquidité, une meilleure stabilisation de la chaîne logistique qui permet une durabilité de la relation avec les fournisseurs et, in fine, une réduction du coût d'achat. Côté fournisseur, celui-ci bénéficie d'un paiement anticipé sans recours à d'autres lignes bancaires qui améliorent sa trésorerie, un accès au financement plus avantageux, une sécurisation de ses délais de paiement, une amélioration de sa capacité de crédit vis-à-vis des acheteurs. Et ce qui est réellement donc attendu, c'est également plus de commandes. Parce que la PME qui fait appel au financement grâce à la signature du donneur d'ordre aura plus de commandes, plus de marge de capacité d'acquérir donc finalement des stocks et c'est une meilleure gestion de ses prévisions de trésorerie. Bon, il y a ces deux produits, effectivement, qui allègent le délai de paiement, mais la réussite, que ça soit du factoring ou du confirming spécifiquement, il faut vraiment que le donneur d'ordre base sa relation commerciale sur une relation saine et un partenariat solide. Notamment, en fait, il y a le top management qui doit vraiment être engagé pour qu'il réussisse le programme, mais également donc les directions financières et les achats, parce que ça reste des maillons qui sont très importants pour pouvoir donc réussir les programmes. Et ces programmes-là, que ce soit le factoring et le confirming, vous l'avez vu dans les pays développés, on voit très bien un taux de pénétration très important
avec vraiment une vraie valeur ajoutée des deux côtés. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport aux avantages de l'un et de l'autre. L'idée aujourd'hui, certes, c'est de vous exposer la loi, de vous donner les nouveautés. On va répondre au chat, il y a eu pas mal de questions dessus. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir, on a des outils de financement qui permettent de diminuer ce délai sans pour autant impacter la trésorerie des banques. Mais ça n'empêche pas de respecter la loi et de déclarer justement en temps et en heure auprès de l'ADRI. Voilà. Merci beaucoup, Amine et Ouda, pour cette brillante intervention qui est très claire et très limpide sur les délais de paiement d'une manière générale et avec l'avènement de cette loi qui vient un petit peu bousculer les choses, mais les bousculer dans le bon sens. Parce que vous l'avez dit et précisé, Amine, au départ, Ouda aussi, hein, il y a c'est la troisième version. Sauf que cette version, il y a l'État qui intervient et un fait inédit, c'est que c'est l'entreprise qui s'autodéclare finalement. Parce que dans la loi, il n'y a pas le fournisseur. Ça veut dire qu'on part d'abord, dans l'esprit des rédacteurs de cette loi, c'est qu'il y a une confiance qui s'installe au niveau du marché. Je suis une entreprise qui a un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, donc je m'autodéclare. Je paye automatiquement mes factures, mes amendes et tout ça, si j'ai des factures qui sont en retard au regard de la loi. Bon, aujourd'hui, vous avez vu au niveau du chat, il y a quelques interventions, quelques interrogations, exactement en ligne de mire de ce que je disais Amine tout à l'heure, sur la livraison des travaux, sur cette réception provisoire, la mise en service d'une installation et tout ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir un glissement au regard de la loi. Parce que je vous cède la parole, Amine et Ouda, sur ce sujet. La loi ne règle pas tout. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le droit, enfin, le code du commerce prévaut, et donc la relation classique, elle prévaut. Donc il y a malheureusement, bon, il y a les arbitrages et tout ça qui vont. Mais est-ce que la loi va aussi régler ça, ces réceptions? Parce qu'on disait, puis je reviens à Ouda sur une question très importante, parce qu'on avait échangé avec toi sur ce sujet. Je sais que tu travailles beaucoup avec les corporates sur ces sujets pour les aider et les accompagner sur ce socle de écosystème fournisseur, c'est ce que tu disais, pour que ces entreprises respirent un petit peu, qu'ils aient un BFR et puis qu'ils puissent soulager, puis qu'on sorte de ce quotidien qui est pesant et tout ça. Je sais qu'elles ont aussi des choses à faire chez elles. Amine le disait tout à l'heure, pour remettre à plat entre les achats, entre les finances, entre les marchés concernés, tout ça, pour que vraiment cette fluidification rentre dans les mœurs et que le reverse factor soit vraiment un produit d'appel comme les autres. Amine, Ouda, je vous cède la parole sur ce sujet. On revient. Alors, bon, sur la question de la facturation, et j'ai cru comprendre que derrière la question, c'était aussi la fameuse zone grise dont on parle souvent. C'est-à-dire que Exact. dans l'explication, on a fait une explication de texte qui est toute simple. Et ce que je disais, c'est qu'effectivement, en termes de formulation, la formulation est simple, l'application est beaucoup plus compliquée. Parce que tout simplement, effectivement, quand on fait des travaux, quand on livre quand on réalise un certain nombre de services, il y a la réception effectivement, et cette zone grise commence à s'installer, et c'est uniquement quand on a passé cette zone grise qu'effectivement la facture, qu'on rentre dans la partie facturation. Mais cette zone grise peut aussi prendre du temps. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas encore. En termes de délai, on n'est pas capable de dire, bah voilà, cette zone grise, elle prend aujourd'hui 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ça allonge d'autant cette question des délais de paiement. C'est effectivement un point concret, opérationnel, qui devra également être réglé par la suite. Je ne sais pas si la DGI l'abordera dans son document, celui qui est rédigé actuellement et qui a pour objectif de répondre aux questions concrètes des entreprises, des différents opérateurs. J'espère en tout cas que ça fera partie de la réponse. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter là-dessus. Merci, Amine. Je reviens après de toi, là. Ouda? Effectivement, moi je rejoins Amine. En fait, il y a des zones grises qui ne sont pas encore éclaircies par la loi. J'espère que la DGI va apporter les précisions. Mais l'idée, c'est que, indépendamment de ça,
la loi parle donc de la facture, en fait, honnêtement. Et il y a aussi les marchés publics, il y a aussi une question entre le PV de réception. Je vois la mise en service de l'installation. Après, on a tout un circuit sur, par exemple, les administrations publiques où il y a le décompte qui peut rester 4-5 mois avant d'arriver finalement à la direction financière pour sortir un ADC. Donc, typiquement, là, il faut que vraiment la DGI puisse éclaircir ce sujet-là, qu'elle puisse avoir, en fait, disséquer un petit peu tous les étapes clés de la livraison jusqu'au finalement service financier pour pouvoir voir exactement la loupe et pouvoir identifier le délai court à quel moment. Vraiment, ça reste une zone d'ombre, comme l'a dit. Donc, on l'avait dit au début, on n'est pas des spécialistes ni juridiques, ni on est des experts comptables. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du financement, il faut que la prestation soit réalisée, livrée, et qu'elle arrive à la direction financière pour qu'elle puisse être financée. Déjà, nous, on arrive en bout de chaîne. Mais avant, il y a tout un circuit sur lesquels, en fait, il faut vraiment mettre le point dessus, parce que c'est là où le mal est là, il est identifié là. D'ailleurs, on voit pas mal de sociétés déclarer des délais de paiement assez incroyables. On parle de 8 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, et on voit les DSO sur leur bilan incroyable. Mais en fait, réellement, entre le bon de commande, la livraison et réellement la facturation, il peut s'écouler des mois. Des mois. C'est très clair. Et c'est là où il faut vraiment se pencher dessus et pouvoir trouver des solutions concrètes. Certes, la loi elle a apporté pas mal d'améliorations, mais je pense qu'on devrait aller plus dans le futur à plus détailler tout le circuit interne de chaque société pour pouvoir maîtriser finalement cette chaîne qui fait mal de part et d'autre, hein, in fine. Excellent. Merci beaucoup, Houda. Moi, je reviens sur deux sujets parce que tout à l'heure, Amine, lors de la présentation, il a parlé de exit ceux qui ont des chiffres d'affaires inférieurs à 2 millions de dirhams. Amine, moi, je suis tenté d'être positif sur ce sujet parce que je me dis, ceux qui sont des 2 millions, qui sont à connotation peut-être essentiellement des fournisseurs pour les gros, le fait qu'ils soient aussi bien payés, peut-être qu'ils vont payer, même s'ils ne sont pas dans le cadre de la loi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Amine. Et puis, Ouda, une autre question sur ce sujet. Parce que souvent, quand je vois des entreprises, quand je discute avec elles, et tu le sais, tu les vois tous les jours, on parle des credit management, du scoring et tout ça, il y a des entreprises qui sont prises à la gorge et sont, vous le disiez tout à l'heure dans la présentation, diversifier aussi le portefeuille client, diversifier le risque et tout ça. Et puis, malgré tout, on a des entreprises qui sont mono-donneurs d'ordre. Ils travaillent avec un ou deux clients. Ils me disent surtout pas l'arrêt des livraisons. Je sais et je comprends, je parlais avec toi, Aouda, quand tu as un cycle, tu as une facture, bah, s'il n'est pas encore, on ne dit pas impayé, mais s'il n'est pas encore payé, tu ne peux pas continuer à tu ne peux pas financer la suite et ainsi de suite. C'est quand même un effet domino. C'est des clients qui viennent te voir, c'est qui viennent voir le facteur probablement avec ses difficultés. Est-ce que vous arrivez tout de même à essayer de passer quelques opérations ou s'il y a un blocus ou c'est le donneur d'ordre qu'il faut qu'il appuie sur le code PIN sur ce sujet pour que vraiment cette chaîne se fluidifie un peu plus. Amine, Houda, la parole est à vous. Ouda, tu veux commencer ou je commence? Moi, je vais dire effectivement, effectivement, quand il y a des retards de paiement observés sur des financements de factures ou même de marchés publics, l'idée, c'est qu'on puisse déjà être sûr et certain de la validité de la facture et puis également de la réalité de l'opération économique. Déjà, quand on sait qu'in fine, derrière, il y a un établissement public ou un grand donneur d'ordre et qu'on connaît les délais de paiement usuels parce qu'on a une cartographie des délais de paiement, bon, la vérité, on ne bloque pas le financement. Ou bien on essaye de faire on aura déjà fait les actions de recouvrement auparavant qui n'aboutissent pas forcément parce que des fois il y a des problèmes budgétaires ou il y a des problèmes d'ordre
je dirais, administratifs, ou bien c'est les périodes de congé. Bon, Amine a parlé de tout ce qui était mindset. Effectivement, on a des tendances à faire reculer le maximum le paiement de ces factures. Mais honnêtement, le facteur essaie de trouver toujours des solutions quand le débiteur est bon et quand on a des assurances dessus. Donc, typiquement là, franchement, sur les financements, c'est assez fluide. La nouvelle loi, ce qu'elle va apporter de nouveau, c'est qu'on connaît qu'il y a une échéance de 120 jours et qu'in fine, on aura un max de 120 jours, que ce soit pour les administrations publiques ou que ce soit pour le privé. Donc déjà, nous, en tant qu'institution financière, on est un peu plus réconfortés, confortés dans cette position parce qu'on se dit, au pire, ça va être 120 jours. À part si, bien entendu, il y a des secteurs qui se sont entendus et sur lesquels on va aller sur 180 jours. Mais on n'observera pas les 280 jours ou les 300 jours. Des fois, c'est un an. Un an. Vous prenez le poste client usuellement de la TPME, ceux qui travaillent avec les marchés publics, ils sont sur une moyenne de 250 jours, en moyenne, quand elles sont bonnes. Et celles qui ont, et il y en a qui ont, j'ai même vu des clients qui ont 400 jours, 450 jours. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment des clients qui sont certes solvables in fine, parce que des fois, il y a des ADC, mais elles ont des problèmes de budget et donc elles reportent ça sur le budget de l'année d'après. Bah, typiquement ça, on ne devrait plus le voir dans les années à venir. Et ça pourrait améliorer la rotation des financements plus rapidement. Et donc, du coup, on sera sur un cercle vertueux, dynamique, et qui permet donc de fluidifier les échanges commerciaux et donner plus comme tu disais Kamel, beaucoup plus d'oxygène aux sociétés par justement l'introduction de cette nouvelle loi. Mais c'est vrai que ces dernières années, en plus le Covid est passé par là, donc on a des clients qui ont eu les crédits Covid, crédit oxygène, crédit relance, ça a quand même dégonflé. Alors on était sur 450, en 2019, on était sur 450 milliards de crédits intra-entreprises. Il y a presque 30 ou 40 milliards de dirhams qui sont venus baisser d'autant l'encours, effectivement. Justement, et là, on est à 375 milliards. Donc, les crédits sont là pour accompagner les sociétés, leur donner de l'oxygène. Avec cette nouvelle loi, nous espérons que ça accentuera cette diminution des délais de paiement et permettre aux sociétés, finalement, de travailler sereinement. C'est ça, en fait. Ce que le plus important, Houda, pour finir ce que tu dis et pour te redonner la parole sur cette question, j'imagine le quotidien de l'entreprise. Parfois, quand on parle des conditions, oui, des assurances, parfois le plus important quand il vient, le petit dirigeant d'une entreprise qui fait des travaux pour David contre Goliath et tout ça, lui, ce qu'il veut, c'est de l'argent parce qu'il a besoin de trésor. Il a un cycle, et il a des salariés, il a des ouvriers, il a des choses comme ça, et il ne peut pas arrêter son marché. Et c'est ce que je dis, moi, aux donneurs d'ordre. On est vraiment, tu le disais tout à l'heure, typiquement dans la RSE. On ne peut pas demander à une petite entreprise qui a un marché chez un grand donneur d'ordre de faire tout ça, de respecter le cahier de charge et tout ça, alors que la personne passe la moitié de son temps à aller chercher de la trésorerie. Ça, tu le vois certainement au niveau de tes équipes. Oui, tout le temps. Tout le temps, ben voilà. Tout le temps. Tout le temps. Amine, on te recède la parole sur le sujet de ceux qui ont des chiffres d'affaires inférieurs à 2 millions de dirhams. Même s'ils sortent du scope, on se dit si elles sont en majorité fournisseurs, ben, c'est qu'il y a quelque chose. Si elles ont de la trésorerie, ils ont commencé à payer, peut-être que ça va s'assainir par le bas, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est très simple. En fait, si elles sont exclues, c'est déjà compte tenu de leur taille et surtout, ces TPE sont aujourd'hui les principales victimes des délais de paiement. C'est-à-dire, quand je parlais de 220 jours de délai de paiement, c'est justement ces très petites entreprises qui font moins de 2 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc, normalement, cette loi doit leur être bénéfique. Ça, à mon avis, c'est relativement clair. La loi vise les principaux donneurs d'ordre, enfin les très grosses entreprises, les ETI et les PME, celles qui travaillent justement avec ces très petites entreprises qui aujourd'hui ont besoin d'oxygène, ont besoin de trésorerie pour survivre et pour faire baisser aujourd'hui ce qu'on observe, c'est-à-dire c'est une augmentation de manière régulière. Je parlais de 47% d'augmentation des défaillances d'entreprises entre 2019 et 2023 et c'est à 99% des TPE. Donc aujourd'hui, cette loi, elle est faite concrètement pour aider ces très, très petites entreprises.
Maintenant, si on reste dans l'application de la loi elle-même, la question que je me pose par la suite, c'est qu'est-ce qui va se passer, quid de ce qui va se passer en 2025, au 1er janvier 2025, pour les entreprises qui vont réaliser entre 2 et 10 millions de dirhams de Et chiffre 10. d'affaires. Il va falloir penser à des process de déclaration qui seront beaucoup plus allégés que par rapport à ce qui est fait actuellement. Parce que je vois mal parce qu'une entreprise qui fait moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ça reste quand même une petite entreprise. Je vois mal une petite entreprise demain payer une mission d'audit, un expert comptable 15 jours avec les coûts associés. Donc, à mon avis, la question, elle se pose, à mon avis, pour les autres catégories d'entreprises. Donc, à mon avis, les vrais problèmes, enfin, en tout cas, les vraies questions, elles devront être réglées, à mon avis, pour la prochaine déclaration qui aura lieu en janvier prochain. Et donc, ça, sur la grande entreprise. Et à partir d'avril, pour l'entreprise qui fait pour le nouveau segment. Exactement. Le nouveau segment qui va rentrer. Exactement. Et là, d'autres questions se poseront et qui devront être réglées d'ici là parce qu'aujourd'hui, clairement, si je pose le coût d'une mission d'expertise comptable qui va durer plus de 10 jours, ça a un chiffre, ça a un coût et tu dois le faire 4 fois par an. Forcément, il faut, à mon avis, qu'on ait des réponses assez rapides là-dessus. Et puis, une autre question, Amine, sur j'imagine dans le mindset d'une entreprise, maintenant, quand ils font les déclarations, l'objectif d'une entreprise, c'est d'avoir le minimum possible de factures non réglées, pour ne pas dire impayées, ou ayant un retard de paiement. Ça, c'est aussi pour les entreprises, les grosses structures, les corporates, c'est aussi un indicateur sur au niveau du marché quand on dit c'est un mauvais payeur. Je sais qu'ils n'aiment pas trop ça, je les connais. Donc elles feront tout. C'est une bonne chose, je dis. Mais aussi, est-ce que cette loi, finalement, euh, elle va aussi rééquilibrer un petit peu le rapport des forces entre ces donneurs d'ordre et ces fournisseurs, parce que on prend un fournisseur, c'est un sujet global. On parle de la préférence nationale, on n'est pas dans le souverainisme, la réindustrialisation, le sourcing, tous ces sujets. On parlait de la nouvelle charte d'investissement avec tout ce qui doit se faire et puis ces chaînes de valeur qui doivent se régénérer. Est-ce qu'il n'y aura pas ce rééquilibrage où on va peut-être voir émerger finalement des entreprises qui suffoquaient, finalement, elles vont mieux souffler et peut-être, pourquoi pas, des champions régionaux après. Ça veut dire que, tu le disais dans un slide, ils vont commencer à respirer, à penser investissement. Et ce que fait Ouda, c'est une jonction, parce que Ouda aussi, elle voit tout ça, mais finalement, comme elle est maillée avec le réseau bancaire, les réseaux bancaires, finalement, les uns travaillent pour les autres. C'est comme si elles profilent un petit mieux ces entreprises pour qu'elles aient un meilleur profil, une meilleure notation et un prisme de voir ces flux primaires. Parce que, je le disais, je salue Adil Ouazzani parce que je sais qu'il est avec nous au niveau de l'assistance, au niveau de risk management. Il y a un sujet important aussi dans la notation, c'est ces flux, les flux primaires. C'est que quand je suis banquier, Amine, je ne dois pas, si je n'ai pas ma part, ce n'est pas un virement trésorerie, ouais, il va me faire baisser, mais c'est plus la captation des flux primaires qui est quand même à l'essence ou la base même d'une relation et la vitalité d'une relation. Donc, tout cela, est-ce que tu vois tout ça est-ce que tout ça peut être rééquilibré, peut avoir du sens au regard de la loi? Bon, alors, ta question couvre en fait beaucoup de questions. Ce que je peux dire Je m'excuse, simplement. je sais. Non, il n'y a pas de souci. En matière de notation, c'est un sujet effectivement que nous connaissons assez bien. La notation, clairement, c'est une question de data. Ouda en parlait tout à l'heure, c'est du crédit inter-entreprise pour les banques, c'est de la data entreprise type InfoRisque, c'est un certain nombre d'informations qui sont agrégées, qui permettent de donner une notation, une note sur l'entreprise. Et en fait, cette note exprime la capacité, la solvabilité de l'entreprise, sa capacité à rembourser un prêt, qu'il soit bancaire ou inter-entreprise. C'est ça une notation. Et effectivement, l'idée de la loi, c'est d'avoir de plus en plus d'entreprises qui soient solvables parce qu'effectivement, je reçois plus rapidement de l'argent parce que la loi oblige les entreprises avec lesquelles je travaille à me payer plus rapidement, donc je reçois plus d'argent, donc je suis plus solvable, donc je suis plus en capacité
de demander du financement auprès de Ouda ou auprès du réseau traditionnel bancaire. C'est aussi ça la réalité des choses, c'est ce qu'on souhaite obtenir. Après, entre la théorie et la pratique, on verra, mais en tout cas, c'est ça l'objectif à terme. Bon, et puis, en attendant que Kamal soit de retour parmi nous, donc il avait aussi posé une question sur les conséquences macro, disons, de la loi, et je reviendrai un petit peu dessus. Aujourd'hui, on constate une chose au niveau des entreprises marocaines, c'est que très peu arrivent à passer des stades différents, c'est-à-dire qu'on a très peu de très petites entreprises qui deviennent des moyennes entreprises, qui deviennent des ETI, qui deviennent des GE. Les passages sont très difficiles, voire quasi inexistants aujourd'hui. Une amélioration des délais de paiement avec les effets induits attendus, c'est-à-dire plus de trésorerie, plus d'investissement, plus d'emplois, une entreprise qui grossit. Alors évidemment, le chiffre d'affaires est lié aussi au marché sur lequel on travaille. On peut travailler sur le marché marocain, mais avoir une vision plus large et grandir plus rapidement. Et donc, effectivement, permettre à un certain nombre d'entreprises aujourd'hui de passer un stade supérieur en termes de croissance, de devenir demain une PME, et puis après-demain une ETI, et peut-être demain d'avoir un nouveau champion national dans un secteur donné qui va tirer l'investissement, qui va tirer la croissance, qui va tirer l'emploi. C'est tout le mal qu'on souhaite pour cette nouvelle loi. Et en tout cas, l'idée, c'est d'aider quand même une très grosse partie de cet écosystème d'entreprise. Je le disais, on est quand même à plus de 90% sur de la très très petite entreprise. Et donc, c'est aussi celle-là qu'il faut aider majoritairement pour déjà qu'elle survive et deux, qu'elle puisse grossir demain. Ouda, je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose. Non, moi, la vérité, moi, je te suis dans ton discours. Effectivement, il y a très peu de sociétés qui évoluent de manière, en tout cas, croissante et qui deviennent de TPE en grande entreprise, sauf cas exceptionnel. Après, moi, je dirais que la nouvelle loi, en tout cas, elle a le mérite d'exister. Elle a le mérite de cadrer des relations commerciales et d'équilibrer le rapport de force entre le grand donneur d'ordre et l'entreprise et la TPM. Parce que c'est vrai que c'était un jeu quand même déséquilibré, compte tenu de la position dominante du donneur d'ordre ou du corporate ou de la grande entreprise. Et il y avait une pression inéquitable. Moi, honnêtement, en fait, je me pose la question parce que moi, autour de moi, j'ai vu pas mal de clients ces derniers temps qui sont en train de renégocier leur délai de paiement, qui était habituellement de 60 jours ou 90 jours et qui tombe à 120 jours. Et c'est quand même encore une position dominante que je constate actuellement. C'est vrai que le cadre, il est là de la loi, mais quand je vois autour de moi des entreprises qui renégocient au lieu de 60 jours contractuels à 120 jours, tout ça pour pouvoir donc échapper aux sanctions et aux déclarations, tout en rassurant le fournisseur en disant oui, on va mettre le cadre contractuel de 120 jours, mais je vais vous payer à 60 jours, 90 jours. Il y a des biais qui sont inhérents un petit peu à cette mise en place de la loi. Il y a des rapports de force qui existeront toujours, je le pense, honnêtement, même à l'étranger, ça existe. Je voyais dans les chats, bon, je sais plus, le chat ça a disparu, mais on disait, oui, en cas de facture litigieuse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le compteur s'arrête? Oui, il s'arrête si le dossier est chez le juridique. Mais moi, je constate qu'actuellement, en fait, souvent, le litige qu'on appelle, nous, des malentendus, des fois entre entreprises et clients, dire qu'en fait, il y a de l'amiable d'abord, avant de passer au litige ou au contentieux ou au tribunal. Donc, du coup, il y a aussi encore des zones d'ombre. Bon, moi, c'était pour un peu répondre à la question qui était au chat, mais qui a disparu. Qu'est-ce qu'on en fait? Le délai courtier toujours? Ou est-ce qu'on s'arrête dans le délai? Est-ce qu'on doit passer systématiquement par la justice alors que 90% des accords se font finalement à l'amiable, certes, entraînant le délai, mais in fine, on permet d'être payé à temps, enfin en temps voulu. Et mais si on rentre dans le circuit de la justice, est-ce que ça ne va pas prendre beaucoup plus de temps? Donc moi franchement, on a beaucoup de questions.
L'idée, c'est C'est déjà très de vous clair. donner un aperçu du côté nouveauté de cette loi. Partager avec vous également nos pistes d'amélioration, que ce soit pour la data ou que ce soit pour le financement. Et je pense que dans les prochains jours, on aura des décrets d'application beaucoup plus détaillés qui nous permettront donc de répondre en tout cas plus Merci. précisément aux questions. Merci beaucoup. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, 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 tout on a à fait. essayé de meubler avant que tu Merci. nous Oui, oui, rejoignes. non, mais je m'excuse, j'ai eu un petit souci, mais il y a Adil Ouazani qui parle aussi des incertitudes sur, par exemple, tu le disais tout à l'heure, Amine, sur, par exemple, un secteur comme BTP où les délais sont longs. Est-ce que, euh, est-ce que cette variable, est-ce qu'elle est pertinente pour la notation? Une autre variable alternative. Ça veut dire que est-ce qu'il y aura des secteurs dans la loi? Est-ce qu'on, comme tu le disais, par exemple, que la Ouais. DG est en train de plancher sur tout ça? Est-ce qu'on va avoir des variantes finalement parce qu'on a des secteurs qui ont des cycles assez longs et qui sont connus? Alors, en matière de notation, différents, alors que ce soit, on parle de score de défaillance, de solvabilité, en tout cas des scores entreprises. L'idée, c'est d'avoir évidemment plein d'indicateurs qui sont pris en compte. Le secteur en fait partie, la santé financière en fait partie, les événements liés à l'entreprise, tout ce qu'on peut collecter comme information sur l'entreprise est pris en compte, les retards de paiement, etc., etc. Évidemment, le côté sectoriel et notamment les spécificités sectorielles sont prises en compte. C'est-à-dire que si on est dans un secteur qu'une entreprise paye, imaginons, à 180 jours, mais que la moyenne sectorielle, elle est de 180 jours, on ne va pas pénaliser une entreprise qui est dans la norme de son secteur. C'est clair, c'est très clair. Puis il y a une autre question, enfin une autre intervention, quelqu'un qui dit l'idéal est que l'État partage une partie de la data afin de permettre à l'entreprise marocaine d'avoir le risque de contrepartie. Pourquoi ne pas se baser pour créer leur propre modèle de scoring? On en parlait, Amine, je pense que le workflow qui est fait par l'État et qui est à la base des autodéclarations, il est pour la DGI déjà. Je pense que il y a Ouais. quand même il y a un secret professionnel. Et ce n'est pas pour dire, ah oui, dans la vindicte au niveau public, ah oui, telle entité ne paye pas bien et tout ça. Je ne pense pas que c'est dans l'état d'esprit de la loi. Je ne pense pas. Effectivement, mais la question, elle est pertinente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État, la DGI va collecter une information qui est hyper pertinente en matière de retard de paiement. Après, c'est vrai que bon, la DGI, son métier, c'est pas de faire des scores. Il y a d'autres acteurs qui sont aujourd'hui capables de le faire. Donc voilà, moi je pense que la question, elle est pertinente et que s'il y a moyen de partager cette data, pourquoi pas, mais évidemment, oui. Est-ce que par exemple, je sais pas moi, des banques, des fonds d'investissement, les assurances crédit peuvent avoir accès à ces données ou tu ne penses pas? C'est une question. Je suis en train de dire, Bah, non, non, de faire un closing avec une contrepartie. J'ai envie de voir si elle paye bien. Je ne sais pas. Je pose la question. C'est une question ouverte. écoute, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que pour moi, effectivement, cette information, elle est très pertinente pour un certain nombre d'acteurs privés qui travaillent aujourd'hui avec les entreprises. Alors, tu as cité le cas des banques, des assureurs, mais ça peut être aussi des entreprises comme les data providers dont la Oui, oui, data est bien le sûr. métier. Donc, oui, oui, bien sûr. Pour moi, c'est une évidence que s'il y a moyen de travailler sur cette data, elle sera extrêmement profitable à l'ensemble du marché. Eh bien, merci beaucoup pour vos interventions. Un mot pour conclure, Rouda, puis Amine, sur ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais Ouda, je t'en prie, je te laisse. Rouda, Bah, écoute, moi je dirais tout simplement qu'en fait cette loi apporte des nouveautés par l'intégration de la DGI dans le circuit euh, et par les différentes différentes étapes et les process pour onboarder les prochaines étapes pour les entreprises de moindre taille. Ce n'est pas, moi je dirais que c'est une première étape. C'est la troisième loi. Il y a une première, une deuxième qui ne se sont pas appliquées. Là, on est sur la troisième. Moi, j'espère qu'elle soit appliquée de façon, en tout cas, rigoureuse pour permettre en fait un meilleur climat des affaires, pour pouvoir drainer davantage d'investissements, parce que c'est aussi l'image du Maroc à l'international. C'est aussi une question de notation du pays à l'international. Et pour drainer des investisseurs nouveaux qui puissent investir au Maroc grâce au climat des affaires. Donc, c'est un premier pas. C'est déjà bien.
Il faut savoir déjà que les 120 jours, c'est un long délai, c'est 4 mois. C'est 4 mois où les sociétés souffrent quand même de financement, de besoins en fonds de roulement. Bon, on est là pour justement essayer de rattraper ces délais, mais je pense que, en tout cas, c'est un premier jalon pour un meilleur climat des affaires. Moi, vraiment, c'est important de le souligner, parce qu'en France, le délai moyen maximal, il est de 60 jours, il n'est pas de 120 jours. Là, on a C'est 2 quasiment fois plus doublé. chez nous. C'est 2 2 fois fois plus plus. chez nous. Donc, Mais, voilà, c'est 2 fois plus. mais, Et aussi, mais ils sont passés par la loi pour pouvoir en fait cadrer les délais de paiement. Donc, ce n'est c'est pas très une clair. nouveauté. C'est pas une C'est très nouveauté. clair. Il y a même voilà, c'est vraiment l'idée. Donc, voilà, bon, franchement, première étape, mais on attend la suite et avoir plus d'éclaircissements sur le côté pratique de cette loi. Merci beaucoup, Houda. Amine, je te cède la parole pour une conclusion, mais j'ai vu quelqu'un qui a posé une question. Il dit la DGI parle d'une déclaration trimestrielle et d'une déclaration annuelle. Une déclaration trimestrielle, c'est le mois d'après, c'est ça, c'est comme octobre pour le T3, Ouais. c'est ça en fait. C'est Est-ce ça. qu'il y a une déclaration annuelle, globale, qui synthétise toutes les déclarations? Je ne sais pas. Bah, si on fait une déclaration trimestrielle, mais ça à préciser par la Ben, suite. on a mais- l'annuel. Mhm. On On a a la l'annuel, ça veut synthèse dire que c'est annuelle. les. Oui, ok. Donc je te cède la parole pour une conclusion, c'est Amine. Oui, alors je suis complètement d'accord avec ce que Ouda vient de dire sur sa conclusion. Alors la loi, effectivement, je trouve que philosophiquement parlant, elle est intéressante parce qu'elle apporte un changement à travers l'intervention de l'État. Et je pense que ça, c'est majeur comme changement. Après, il faut pas s'attendre à ce que tous les problèmes sur les délais de paiement se règlent uniquement à travers le prisme de la loi. Déjà, il va y avoir un gros côté mise en place opérationnelle de cette loi avec toutes les difficultés qu'on a vues. Là, on parle de très grosses entreprises et déjà, c'est compliqué avec les très grosses entreprises qui ont des moyens, qui ont des ressources. Et déjà, on trouve que c'est compliqué, mais comment ça va être concrètement avec des entreprises qui font moins de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires et surtout quand on attaquera le segment de 10 millions. Donc, oui, elle est extrêmement intéressante. Après, modulo les questions de mise en place opérationnelle, mais je pense qu'effectivement, il faut pas rester concentré uniquement sur la loi. Et c'est pour ça que nous avons insisté, Ouda et moi, sur l'à côté de cette loi, c'est-à-dire tout ce qui va venir aider l'entreprise à améliorer ses délais de paiement, son DSO, etc., ses DSO. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu parler de credit management, qu'on a voulu parler de factoring, etc. Et il y a certainement d'autres solutions qui existent pour aider les entreprises à réduire leur délai de paiement. Donc, je pense que c'est plutôt une concordance d'un ensemble de moyens qui vont être mis en place, la loi, le credit management, l'assurance crédit, le factoring, un certain nombre de choses qui vont être là pour améliorer cette question des délais de paiement. Mais je voudrais rebondir justement sur un point qui a été évoqué par Ouda, c'est la question effectivement de l'international, c'est la question effectivement des paiements vus à l'international. Il y a quelques années de cela, j'ai été amené à intervenir devant un parterre de chefs d'entreprise italiens et donc présenter le Maroc, vendre le Maroc voilà, comme terre intéressante pour l'investissement. Et effectivement, quand on a abordé cette question des délais de paiement, c'est vrai que ça a refroidi pas mal de monde. Alors après, on sait très bien que les délais de paiement en local, c'est-à-dire intramuros au Maroc, ne sont pas les mêmes qu'à l'international. C'est-à-dire concrètement qu'une entreprise qui travaille avec des entreprises marocaines va avoir des délais de paiement extrêmement longs, alors que si elle travaille avec des entreprises internationales, ces délais vont être de manière importante raccourcis. Mais malgré tout, voilà, c'est aussi notre image à l'international qui est posée, et donc on doit tout faire pour essayer de réduire de manière forte cette question des délais de paiement. Voilà. Merci pour merci pour vos interventions. Merci à l'assistance parce que je vois qu'il y a beaucoup d'interactions. Alors franchement, bravo. Ça nous stimule hein, pour répondre à tout ce que vos interrogations. Franchement, en tout cas, je vous félicite et je vous dis un grand bravo, un grand mais pardon. Ce que je note au niveau des conclusions, c'est qu'il y a des faisceaux positifs qui arrivent à l'ère de cette loi. Il faut travailler sur tous les sujets, vous l'avez dit. Il y a la loi, elle fixe un cadre, il y a un champ.
il faut travailler sur tous les autres sujets, la relation client-fournisseur, la chaîne de valeur, le credit management, la data, et puis la relation. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler à 32, 33 ans, je me souviens, il y avait un patron il me disait, il faut aller visiter ton client. C'est physique, bon, aujourd'hui on parle de digital et tout ça, mais aussi ces relations partenariales doivent aussi être un petit peu au cœur même de ces relations. Ça veut dire qu'elles favorisent peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, elles favorisent aussi un climat de travail, de partenariat, de synergie, quand on va voir un fournisseur chez lui ou quand un fournisseur vient visiter son client et ainsi de suite. En tout cas, je vous remercie vivement pour vos interventions, Houda et Amine. Merci pour l'assistance. Merci à Tijari Wafa Bank et son partenaire BPI France d'avoir organisé ce webinaire sur un thème ô combien important, structurant pour l'entreprise. Merci beaucoup et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Houda, merci Amine. Merci beaucoup. Merci Aja, merci Anne, merci Olivier. Au revoir. Au revoir. Au revoir.